Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec mon premier invité, on va parler des enjeux du district 12. Il y en a de nombreux et en fait, ces enjeux-là ont été discutés entre mon prochain invité et le maire de Saint-Jean, M. Éric Latour. Il s'agit de M. Lucas Boisvert, qui est le conseiller du district 12. M. Boisvert, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Avant de parler de ces priorités-là, donc, vous êtes tout nouveau à l'Hôtel de Ville. Comment ça se passe, ces premiers jours comme conseiller du district 12? Tout nouveau, tout chaud. Oui. Ça se passe bien. La table, elle est très grande. Les dossiers, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de comités, d'ailleurs. Donc, je vous dirais que la courbe d'apprentissage et de prendre possession de tous ces dossiers-là, c'est quelque chose. Cependant, le climat dans lequel ça se fait actuellement, je te dirais que c'est positif. Et il y a comme une dynamique à l'interne qui fait en sorte qu'il y a... Puis je pense que je l'avais déjà dit dans l'article du Canada français, mais plus on met des choses rapidement en début de mandat, plus on risque d'avoir arrivé des belles choses arriver pour notre mandat de 4 ans. Fait que pour moi, c'est important qu'immédiatement les dossiers prioritaires soient mis sur le terrain. Oui, parce que les dossiers sur lesquels on va discuter ont été, je pense, discutés avec M. Latour lors d'une rencontre avec M. le maire il y a quelques jours à peine. Donc, ce sont des dossiers que vous avez amenés donc, à la ville de Saint-Jean. On va commencer par le Boisé-Fortier. Il y a une consultation. En fait, vous souhaitez une consultation publique. Je pense qu'il y aura consultation publique sur le Boisé-Fortier. Peut-être nous parler un peu de l'importance de cette consultation publique. Parfait. Fait que, juste rapidement, l'aménagement du Boisé-Fortier faisait partie d'une consultation publique qui était prévue au plan d'aménagement en 2024. Elle n'a pas eu lieu et n'a pas été reportée. Donc, une des premières choses, et c'est sûr que moi, en campagne, je m'en suis fait parler en faisant... On en avait parlé d'ailleurs ici sur le plateau. Ouais. Absolument. Donc, c'est une priorité parce que présentement, effectivement, il n'y a pas grand développement qui se fait et il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'entretien. Donc, c'est un petit peu le statu quo. Donc, pour moi, c'est tout simplement de dire, OK, il y a des citoyens qui sont inquiets par rapport à ce qui pourrait être fait. Donc, dans le Canada français, je voulais aussi rectifier un peu peut-être les craintes par rapport à certains citoyens qui ont peur de ne pas être consultés. Mais après ça, c'est aussi de ramener ça à l'ordre du jour pour nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait avec le Boisé-Fortier? Est-ce qu'il y a des aménagements qu'on souhaite faire? Qu'est-ce que les gens veulent? Et en porte-à-porte, vous le savez, comme dans n'importe quelle ville, bien, il y a des personnes qui veulent des sentiers, il y a des personnes qui veulent de la nature, il y a probablement des personnes qui veulent de l'asphalte. Tout le monde veut plein d'affaires. Et ça fait en sorte que lorsqu'on entend peut-être les gens s'exprimer, bien, ça peut créer des inquiétudes. Mon objectif à moi n'est pas d'amener ces inquiétudes-là et de faire cavalier seul. C'est vraiment de dire la première étape dans ce dossier-là, c'est d'écouter les citoyens. C'est même pas de prendre une décision, c'est même pas de parler de différentes avenues. C'est d'entendre ce que les citoyens ont à nous dire et c'est un boisé qui a énormément de potentiel. Mais est-ce que c'est confirmé qu'il y aura une consultation publique ou c'est dans les cartons actuellement? Ce n'est pas confirmé. Donc, moi, ma demande a vraiment été de dire le printemps arrive. C'est un dossier qui traîne. C'est pas un dossier où est-ce que ça demanderait des investissements majeurs par rapport à la ville. Il y a probablement des organismes aussi que je connais qui seraient prêts à nous aider là-dedans, que ce soit pour l'entretien ou la conservation. Et ça peut être aussi fait par phase. Donc, minimalement, est-ce qu'on peut savoir rapidement? Donc, ça a été ça ma demande. Est-ce qu'on peut avoir une consultation dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Et le maire semblait très ouvert à ça, parce qu'effectivement, il nous faut des réponses. OK. Donc, c'est dans les cartons d'avoir possiblement une consultation publique. Vous êtes à l'écoute des citoyens. J'imagine que c'est les citoyens qui vont dicter peut-être de votre prise de position dans ce dossier-là, mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire avec le Boisé-Fortier? Non. Je n'ai pas d'idée, absolument pas, et je n'aurais pas pu répondre à autre chose parce qu'à ce moment-là, ça aurait été un petit peu contraire à dire justement faire cavalier seul. Donc, pour moi, l'écoute, elle est super importante, mais c'est pas juste une question de qui va venir s'exprimer, parce qu'on le sait, des fois, la majorité silencieuse ne vient pas s'exprimer, donc c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, en termes aussi de bien commun, qu'est-ce qui est peut-être prioritaire? Qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour nos gens, pour nos citoyens, pour la conservation? Qu'est-ce que ce boisé-là a à offrir en respect peut-être avec la nature et les demandes citoyennes? Et l'importance là-dedans aussi, c'est que ce dossier-là, ça fait à peu près 2 ans que ça traîne, qu'il n'y a pas eu rien qui s'est passé. Et je pense que l'important pour vous, c'était de ramener ça dans l'actualité pour qu'on prenne une décision le plus rapidement possible. Oui. En fait, plusieurs dossiers dans la campagne, pour moi, c'est de dire
on les ramène à l'ordre du jour, donc dans l'actualité, parce que j'ai envie d'être capable de faire un check à côté. Ouais. Et si on tarde, bien, on repousse dans le temps. Je ne suis pas une personne qui repousse dans le temps. On prend des dossiers en main et tout ce qui est simple à faire tranquillement, c'est le principe des petits pas, bien, ça nous mène à des actions. Puis une fois qu'il y a des actions, bien, ça nous amène à des changements, puis tout le monde est heureux là-dedans. En fait, ce que je peux lire, c'est qu'il y a eu plusieurs dossiers dans votre district qui n'ont pas été, dont on n'a pas nécessairement traité au cours des dernières années, qui sont un peu dans le statu quo et que vous souhaitez donc réanimer ces dossiers-là là, pour les gens de votre district. Je pousserais le statu quo à si on ne fait rien, ça peut être pire. OK, c'est ça. Donc, le statu quo ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, c'est plutôt le contraire. Si on n'en parle pas et on ne le ramène pas et on ne prend pas des décisions au niveau politique, il pourrait se passer des choses qu'on risque de regretter dans plusieurs années. On pourrait le regretter immédiatement, mais on pourrait le regretter encore plus dans plusieurs années. Oui. Bon, là, on vient de parler du boisier fortier, mais il y a aussi le boisier de la Pinède, l'ancien camping Pin-Vert. Il est question de préservation de ce secteur-là. Peut-être faire le point là-dessus. C'est un gros dossier par rapport à la fois au district, par rapport à l'île. Donc, la conservation du boisé, je me rappelle, en 2023, j'avais eu une rencontre justement ici, une entrevue, pour dire qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale à la fois pour construire l'école sur l'île et qu'aucun développement immobilier, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Puis on parlait d'à peu près 92 à 94 % des gens. Il y avait eu 1500 maisons visitées à l'époque. Il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. Puis il y a une raison pour ça, c'est qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a plus de boisé. Donc, les demandes gouvernementales, c'est 17 % provincial, 30 % fédéral. La demande risque d'augmenter en plus au niveau provincial. Là, il y a les OGAT qui demandent de plus en plus aux municipalités de faire des efforts dans la conservation des boisés. Donc, on a l'opportunité d'avoir un des derniers boisés, qui est une forêt mature en plus, mais que jusqu'à présent, je vais le dire, on n'a rien fait dans ce dossier-là. Le propriétaire n'a même pas été contacté et on en parle depuis combien d'années? Donc, il y a beaucoup de non-sens, selon moi, dans toute cette histoire-là et à un moment donné, il va falloir se brancher. Donc, ce n'est pas un endroit, de toute manière, qui est stratégiquement, qui est bon pour la ville en termes de développement parce qu'on ne veut pas favoriser l'étalement urbain. C'est de l'unifamilial sur l'île. On veut commencer à densifier tranquillement parce que de toute manière, même financièrement, ça ne fait pas de sens. Donc, étalement urbain, pas de densification, ouverture de rue, stratégiquement pour la ville, de manière économique, ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas plus un bon choix non plus pour les citoyens, ce n'est pas un bon choix pour la planète. Il n'y a pas grand-chose de positif autre que l'acquisition de ce boisé-là, et c'est là qu'on amenait peut-être des solutions à la ville. Donc, dans les propositions, bien, je sais qu'il y a SOS Boisé La Pinède aussi qui a rencontré le cabinet du maire la semaine dernière et qui ont présenté une proposition, parce qu'évidemment, il y a La Pinède et il y a l'ancien camping. Ouais. Donc, pour La Pinède, bien, il y avait, par exemple, une proposition de halte fraîcheur pour dire, bien, est-ce qu'on peut aller créer des partenariats avec des fondations, mais aussi peut-être avec Parc Canada, pour dire, créons de quoi qui vient sur un circuit qui relie Chambly à Saint-Jean. Ça favorise le tourisme, ça favorise le bien-être local, ça favorise les haltes fraîcheurs et peut-être même l'implication sociale pour aller chercher soit des mécènes ou des entreprises privées qui viennent collaborer à ce projet-là. Donc, conservation à ce moment-là de la Pinède qui pourrait être une première action parce qu'il y a déjà des terrains qui ont commencé à être acquis du côté du canal. Donc, il y a priorité d'agir. Donc, d'un côté, on n'a pas nécessairement l'intention de développer à court terme, mais de l'autre côté, il y a des choses qui se passent, puis il faut que ça bouge vite. Bon. Et pour le camping, c'est la même chose? C'est la même vision? Parce que en termes de développement? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Pour moi, l'urgence est là. Puis toutes les décisions qu'on n'a pas prises à l'époque fait qu'aujourd'hui, ça nous coûte plus cher. Puis aujourd'hui, on se fait répondre aussi, bien, si ça nous coûtait tant, on l'achèterait, il n'y a pas de problème. Oui, mais le montant que vous nous dites aujourd'hui, c'était moins cher que ça avant. Non. Donc, on fait juste pelleter par en avant. Donc, pour moi, c'est une prise de position de dire, si ce n'est pas prière, on sait qu'on en a besoin. Et si on ne le protège pas immédiatement et que les obligations gouvernementales sévissent dans le futur et qui nous demandent d'aller verdir et d'aller chercher des terrains et peut-être même de créer de la plantation d'arbres, mais quel terrain on va aller chercher et à quel prix? Donc, on a l'opportunité de sauvegarder, encore une fois, une forêt qui est mature et qui, tous ses bienfaits, le redonne à la société. Et quelle est votre perception de l'accueil de la ville là-dessus?
Parce que là, on a changé d'administration, mais quelle est votre perception de l'actuelle administration? Bien, le fait qu'on parle d'étalement et qu'il n'y a pas de densification et que ça ne soit pas prioritaire, bien, on voit tous la logique derrière l'acquisition ou minimalement la conservation de ce boisé-là. Donc, sur le fond, sur la logique, on s'entend. Après ça, bien, c'est une question de coût. Et donc, c'est peut-être là qu'on se dit, si c'était si simple, à X millions, on l'achèterait. Bien, pour moi, je me dis, bien, si on regarde à plus long terme, on voit des solutions, d'autres sources de financement et on met immédiatement la main à la pâte. Bien, on va arrêter de dire que financièrement, on ne peut pas, financièrement, on ne peut pas, parce que dans 20 ans, financièrement, on ne pourra pas. Donc, à un moment donné, c'est aussi une question de priorité, puis c'est une question de dire, parfait, on embarque et on trouve des solutions. Et c'est aussi ce que j'avais demandé lors de ma rencontre avec le maire Latour, de simplement donner les droits à l'administration de pouvoir évaluer tous les outils possibles pour nous permettre de le conserver. Et donc, ce n'était même pas d'aller une trop grande étape à la fois. Oh, oui. C'était juste de dire, est-ce qu'on est capable d'aller voir tous les outils qui sont disponibles et commencer à mettre un plan d'action en vue de la conservation. Bon. Et en 30 secondes, donc, il y a aussi le projet d'école. Ouais. J'ai rencontré Mme Huberdeau plus tôt cette semaine qui m'a dit que pour l'instant, c'est le statu quo, il n'y a rien qui se passe. Peut-être rappeler un peu votre position dans ce dossier-là. Bien, notre positionnement, c'est simple. C'est que, de un, l'école n'aurait pas dû être là parce qu'il y avait déjà 2 terrains beaucoup mieux. Donc, encore une fois, on parle de conservation des boisés. On se rend compte que ce boisé-là, bien, à la fois, il y a des milieux humides où est-ce que l'école va se construire et qu'il y a potentiellement des contaminants. En principe, une école ne doit pas recevoir ce terrain avec des contaminants et des milieux humides. Donc, j'ai hâte de voir quelle décision va être prise. Sauf que la décision à l'époque de dire, bien, c'est un terrain qui est gratuit, donc financièrement, ça fait du sens. Mais qui va payer la facture s'il faut décontaminer? Qui va payer la facture pour si c'est un milieu humide? Donc, il va falloir compenser ça. Donc, ma demande, c'est simple. Si l'école doit être là, je veux un leadership fort de tous les élus. Et c'est pour ça que je voulais que M. Latour se positionne là-dessus. C'est simple, on veut que Mme Huberdeau nous entende limiter au minimum l'empreinte au sol, parce que sinon, ce ne sera jamais une école verte où est-ce qu'ils ont décidé de la mettre. M. Boisvert, merci beaucoup. J'espère que ces dossiers chemineront au cours des prochaines semaines et on aura l'occasion de s'en parler sans doute. Merci, M. Tremblay. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Le Tonadef du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Ma prochaine invitée va participer très bientôt au Salon du livre de Genève. C'est très important. C'est Mme Caroline Barbé, qui est autrice jeunesse. Mme Barbé, bonjour. Bonjour, Mario. Comment vous en êtes venue, justement, donc, première question, à participer à cet important Salon du livre? En fait, tous les ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'UNEC, l'Union des écrivains et écrivaines du Québec, mettent en place des bourses, des demandes de bourses pour différents salons en Europe. Donc moi, j'ai postulé pour le salon de Genève et j'ai eu la bourse donc, de déplacement. Voilà. Bon. Pourquoi, justement, c'est important pour vous d'y participer, d'avoir cette bourse-là? C'est une opportunité immense en tant qu'écrivaine jeunesse publiée au Québec chez les 400 coups, d'aller faire rayonner la littérature québécoise et jeunesse en Europe. C'est une ouverture sur un autre public. Donc, pourquoi s'en priver? C'est une très belle opportunité qui m'a été offerte. Exactement. Et pour situer un peu et mettre de l'importance à la bourse que vous avez reçue, il y a 4 auteurs et autrices québécoises donc, qui ont reçu cette bourse, oui. dont Patrick Sénécal et Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, c'est pas rien que vous ayez été boursière
avec ces 2 auteurs de prestige, c'est quand même pas rien. Oui. Donc, on est 4. Effectivement, c'est vraiment un honneur. En plus, en littérature jeunesse, on est... Je pense que de toutes les bourses, parce qu'il y a 4 bourses, je pense que je suis la seule en jeunesse qui a été prise. Donc oui, c'est vraiment un privilège. Ouais. Donc ça va se passer du 18 au 22 mars, donc vous allez quitter très bientôt pour Genève. Et votre participation, c'est en raison de votre plus récent album, le Jeunesse, Pomme et Dina, 4 saisons d'amitié. Peut-être nous parler de cet album-là. Oui, donc Pomme et Dina, 4 saisons d'amitié, a été illustré par Marianne Pasquet, une illustratrice française avec qui je travaille depuis plusieurs années et publié aux 400 coups. C'est le plus gros livre que j'ai jamais écrit, 184 pages en littérature jeunesse, c'est beaucoup, 12 histoires. C'est un livre qui a pris du temps. C'est un livre qui parle d'une année d'amitié entre une ours qui s'appelle Dina et une biche qui s'appelle Pomme. Et on passe à travers des 4 saisons de l'amitié, comme les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc c'est tout le cycle de la vie et tout ça en douceur. Et on rentre tranquillement dans l'histoire comme on rentre tranquillement en amitié. Bon. Comment vous en êtes venu à faire justement des albums jeunesse? Parce que vous avez commencé, je pense, dans la poésie ou des romans, mais comment vous en êtes venu à vous spécialiser dans les romans jeunesse ces dernières années? Ben, en fait, j'ai plusieurs casquettes à mon... Oui, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein, voilà, ça. merci. Oui. Donc, j'ai publié, effectivement, en fait, je publie qu'en littérature jeunesse. Généralement, j'écris des textes pour des albums illustrés. J'ai écrit un roman pour enfants aux éditions Bayard Canada il y a quelques années. Et comment j'en suis venue à écrire pour les enfants? Parce que, en fait, les enfants, c'est un public qui est tellement ouvert et, comment je vais dire... Qui ment, j'ai envie de dire qu'ils mentent pas. Oui, c'est pas pour exactement. ça que j'ai écrit pour eux, mais le fait est qu'écrire pour la jeunesse, c'est une façon pour moi de continuer à faire vivre mes folies que j'ai dans ma tête et de préserver mon esprit d'enfant. Et développer leur émerveillement aussi, parce que peu importe l'âge de l'enfant, si on réussit à aller chercher cette attention-là dans un livre, ils vont être absorbés de façon incroyable. Oui, puis je pense, de toute façon, les jeunes lecteurs sont des lecteurs avant tout. Ce n'est pas des bébés lecteurs, dans le sens où je pense que c'est important de leur parler de tout. Pour moi, sans morale, c'est très important, puis de laisser des histoires très ouvertes dans lesquelles ils peuvent s'asseoir et dans lesquelles ils peuvent s'intégrer et où ils peuvent s'identifier aux personnages. Pour moi, ça, c'est très important. Oui. Est-ce que ce livre-là laisse place à l'imagination de l'enfant lorsque ces enfants-là lisent le livre, justement, ou c'est assez bien synthétisé pour que l'enfant comprenne tout de suite? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. L'imagination, je crois que quand on lit un roman ou des albums, l'imagination, c'est se faire dans notre tête des images. Donc, en littérature jeunesse, on s'appuie vraiment là-dessus. Dans l'album en particulier, il y a déjà des illustrations qui sont là pour aider l'imaginaire de l'enfant, pour se figurer à quoi ressemble les personnages, le lieu dans lequel il habite, mais après, il y met tout ce qu'il est lui. Donc, dans cet espace-là, est-ce qu'on peut parler d'imagination ou simplement il peut être qui il est et s'identifier et vivre en même temps que le personnage, en se reconnaissant dans certains comportements, en voyant des similitudes dans son quotidien. Donc comme ça, oui, il peut rentrer en imagination dans un quotidien qui lui ressemble. Pour revenir au salon, comment ça va se passer, donc, au moment où le salon va être présenté? Je pense que vos journées vont être très occupées. Oui, j'ai un grand... en fait, tous les auteurs québécois qui ont eu la bourse ou qui viennent aussi indépendamment de la bourse, on va tous être sur le stand de Québec Édition,
qui représente en fait toute la délégation québécoise. Puis parallèlement à ça, pour la littérature jeunesse, il y a un secteur sur le Salon du Livre qui s'appelle l'îlot jeunesse du libraire Payot. Donc là aussi, je vais avoir des activités. Donc je vais faire des dédicaces sur le stand de Québec Édition, dans l'îlot, et je fais aussi le samedi du salon, le samedi 22, le dimanche, le dernier jour du salon, le dimanche, je fais un bingo poétique sur le thème de Pomme Edina en activité, oui. Bon. Et je pense que vous allez prolonger votre séjour parce que vous voulez vraiment là, développer le livre et en fait tout ce que vous avez fait hors du salon. Peut-être nous parler un peu là, de l'agenda qui vous attend là-bas. Oui, donc en parallèle du Salon du Livre, je vais aller dans une école internationale à Genève. Ça, c'est dans la première semaine. Puis dans la deuxième semaine, j'ai des rencontres aussi avec des écoles autour de Lausanne, donc qui était une ville à 1 heure et demie de Genève. Et ensuite, je vais du côté français, dans la ville où je suis née, Annecy, et je vais faire des dédicaces dans une librairie et possiblement aussi dans une autre librairie. Donc oui, j'essaye d'aller à la rencontre d'un nouveau public, de voir comment l'univers de Pomme Edina peut toucher le cœur d'un lectorat suisse et français. Parce qu'actuellement, vos livres sont publiés au Québec et en France, si je me trompe. Donc, peut-être que ça va être une façon d'élargir le marché que vous voulez développer. Oui, parce que les éditions des 400 coups, les 400 coups qui sont publiés, qui est une édition québécoise qui a fêté ses 30 ans l'année passée, et aussi distribué en France. Donc, j'ai la chance déjà de voir mes livres voyager sur les 2 continents. Et l'opportunité du Salon du Livre, c'est une porte sur le marché européen, une façon d'aller découvrir plus personnellement le public. Parce que quand on est face à face, quand on discute, quand on est en relation, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire découvrir son travail. Oui. Et vos livres fonctionnent très bien là-bas en France? Bien, le marché est grand, donc il faut faire toujours sa place. Ça, il faudrait demander à mon éditeur pour avoir les chiffres, mais je pense que ça va. Bien, en fait, pour que vous puissiez participer à ce genre de salon-là, j'imagine qu'il y a déjà une réaction, parce que pour obtenir une bourse, il faut quand même avoir entre guillemets, une certaine notoriété pour avoir cette bourse-là. Donc j'imagine que la réaction à l'endroit de vos livres sont quand même très bonnes. Mais je crois aussi, oui, il y a des grands noms qui vont, qui vont au salon via les bourses, mais je pense aussi qu'ils donnent l'opportunité à des auteurs qui sont, pas en devenir, parce que je publie depuis 2012, mais on va dire... J'ai pas une notoriété, ma notoriété est en train de se faire, je pense. Donc, c'est juste une opportunité de plus. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement voir un de vos livres, par exemple, se retrouver pas en bande dessinée, mais en animation au grand écran? Parce qu'il y a souvent des livres qui sont adaptés. Tout ça, est-ce que vous aimeriez ça, voir ça un jour? Ben, ce serait rigolo de voir s'animer un univers qu'on a pensé dans notre tête. Après, on est 2. Il y a l'illustratrice aussi, Marianne, qui serait à consulter parce que ce sont ses dessins. Donc, mais oui, ce serait beau de les imaginer, de les voir dans une vie animée. Bon. Donc, vous êtes spécialisé en album jeunesse. Est-ce que... donc, vous publiez depuis 2012, vous avez dit, donc à peu près une dizaine d'années. Est-ce que dans votre tête, c'était un souhait d'écrire, lorsque vous vous êtes mis à l'écriture, de faire des albums jeunesse, ou c'est venu un peu, pas par accident, mais par hasard? Non, c'était un souhait parce que les premières choses que j'ai écrites, c'était des histoires pour enfants. Après, je fais de la poésie maintenant pour adultes qui peut être géolocalisée. Elle s'est retrouvée sur des bancs publics dans la ville de Belleuil. Et là, je travaille sur un gros projet avec plusieurs poètes.
Mais la littérature jeunesse m'a toujours animée. Donc, oui, c'était un souhait de pouvoir en faire et un rêve d'être publié. Ouais. Oui. Donc là, Pomme et Dinah, 4 saisons d'amitié, ce livre-là sera donc présenté en Europe au Salon du livre de Genève. Éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres plans? Est-ce que cette Pomme et Dinah pourrait voir naître d'autres livres par la suite? Est-ce que vous avez envisagé des suites à cette histoire-là? Ben, c'est sûr que c'est 2 personnages que je porte depuis plusieurs années. Ouais. Ce livre-là, il a pris en tout 6 ans à être créé. 3 ans d'écriture pour moi et 3 ans de dessin pour Marianne. C'est quand même important, vous le disiez, Oui, parce que oui, oui. on peut parler que c'est un projet d'1 an ou 2, mais dans ce cas-ci, c'est 6 ans quand même de travail. Oui, ouais. en tout. Mais après, moi, 3 ans d'écriture, pas tout le temps de l'écriture, ouais. mais c'est un livre qui parle de la vie qui passe dans la contemplation. Donc moi, ça m'a pris du temps à penser, à être dans cet état. Pour ce livre-là, je travaille vraiment comme une écriture immersive où je me plonge dans cet état-là. Donc ça a pris du temps. Mais c'est sûr qu'elle m'habite encore, ces 2 personnages, et que j'aimerais, après... faut en parler à mon éditeur, faut voir avec l'illustratrice et jusqu'à maintenant, le retour du lectorat est assez positif. Bon. Donc oui, j'espère pouvoir faire une suite. Oui. Est-ce que le souhait aussi que ce soit pas imposé, mais qu'on en parle dans les écoles, par exemple, ça pourrait être une bonne chose aussi, hein? Ah ben oui. Déjà, avec la culture à l'école, le Ouais. programme du gouvernement, je fais déjà des ateliers. Bon, là, avec les coupures et prévues, on ne sait pas trop comment ce programme va se placer. Mais oui, faire des ateliers dans les écoles, c'est important pour les artistes et les écrivains d'avoir cette opportunité. Oui, cette vitrine-là. Exactement. Donc, le Salon du livre de Genève sera du 18 au 22 mars et par la suite, là, il y aura d'autres occasions de promouvoir ce livre. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci, et puis, Mario. bon succès pour Pomme et Dinah, 4 saisons d'amitié. Et puis, au plaisir de se rencontrer bientôt. Au plaisir, Mario. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Bon week-end, à la prochaine.